on va passer aux questions. On est sur R, là. Donc, on est parti d'une matrice inversible, une matrice inversible réelle. Qu'est-ce qui fait que R marche particulièrement bien? Est-ce qu'on aurait pu faire ça? Parce que cette suite, telle qu'elle est définie, on peut l'imaginer sur un autre corps. Oui, bien sûr. En fait, le fait que ici A soit une matrice réelle, ici ça va intervenir où dans notre raisonnement? Sur le fait qu'elle est symétrique et que du coup, comme elle est ici, la matrice S, elle est congruente à la matrice identité, on montre qu'elle est définie positive. Chose qui n'est pas vraie sous cet état-là, si on était dans le cas complexe. Si on se met dans le cas complexe, dans ce cas-là, il faudrait changer x0 et parler plutôt du transconjugué de A pour après se retrouver avec une matrice S hermitienne et pouvoir revenir dans le même raisonnement. Donc, C'est-à-dire, finalement, quelle est la partie, qu'est-ce qui est important dans le fait que c'est sur R, là, que sur les matrices symétriques? sur la positivité des valeurs propres, le fait qu'elles soient strictement positives, D'accord, c'est là que ça intervient. d'accord, ok. Donc et puis oui, positivité, et puis oui, c'est vrai, et puis que les valeurs propres elles appartiennent AR, à R, ouais. hein, c'est symétrique, Sinon on ne pourrait pas les ranger. réel. D'accord. Maintenant, et si on était... Bon, parce que là on a l'impression qu'on est sur le corps R ou le corps C, par exemple. Si on était sur un corps fini, qu'est-ce que ça ferait? Alors sur un corps fini, quelconque du Oui, oui, ouais, ou un corps quelconque. Quel serait sur un corps quelconque, ni R ni C, mais par exemple, je dis Z sur PZ, par exemple, hein, qu'est-ce qu'on aurait comme problème principal? Je dirais, à brûle pour point comme ça, je dirais que dans R on a la complétude, mais après est-ce que ça intervient Ouais, aussi? alors, par exemple, si on était sur Q, Ouais. alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si A est dans GLN de Q, est-ce que notre algorithme il nous permettrait de l'inverser? Pardon, le fait que le théorème. Vas-y, chasse cette mouche là. En plus, on ne doit pas la voir sur la caméra, donc on se dit, tiens, il est bizarre. On a trouvé la question compliquée là. Ici, en fait, on s'est servi du fait que notre matrice S était symétrique réelle pour pouvoir utiliser le théorème spectral. Oui, ça on en a parlé. Exactement, ça c'est vrai. Mais il y a une raison avant la raison. Bon, d'abord on part de Q parce que tu étais parti de complétude. Ouais. Alors je veux te montrer que sur Q ça va marcher encore. Ça marche encore. Alors pourquoi? Si XM est dans Mn de Q, alors en particulier il est... Pardon. Il y a une stabilité, elle est bien définie en fait, la suite. Oui. La suite est toujours bien définie. Oui. On reste dans Q, Oui. dans Mn de Q. Et sa limite? Qu'est-ce que ça va être sa limite si A est inversible dans GLN de Q? Ça va être aussi un rationnel. Ça va être aussi un... Pourquoi? Pourquoi l'inverse d'une matrice rationnelle, c'est rationnel? Il y a une formule, qui donne l'inverse d'une matrice. Est-ce que tu connais cette formule? A-1 est égal à 1 avec le déterminant? Avec... Voilà, je vais dire des bêtises. Ce n'est pas A transposé? Non, ça c'est pour inverser un système, mais A-1, c'est 1 sur déterminant de A fois la transposée, tu connais pas? Non. De la comatrice. La comatrice. Avec la comatrice. Bon, écoute, voilà, t'auras présenté. Et voilà. Donc déjà, ça prouve que si A même était inversible, donc l'inverse, il va rester. Parce que donc,
là, tu as fait une bonne remarque déjà, c'est que la suite, elle reste dans Mn de Q, et même sa limite, quand on va passer à la limite, parce que l'inverse d'une matrice rationnelle reste rationnelle. Donc ici, déterminant de A, fois transposé de la comatrice. Et la transposée de la comatrice, c'est que des multiplications. Donc voilà, même si la matrice était... Voilà. Alors maintenant, on continue, parce qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question. Donc là, je viens de balayer un petit peu ce que tu racontais sur Q et la complétude. Et là maintenant, non, le problème, il est ailleurs quand on est sur un autre corps. Qu'est-ce que tu as fait sur Mn de R? Tu l'as muni? Je l'ai muni d'une norme. Voilà. Ah oui, c'est Et oui. La structure d'espace vectoriel après qui est utilisée. Oui, d'espace vectoriel normé. Normé, ouais. C'est-à-dire que les matrices ont une structure d'espace vectoriel normé, et que là, sur un corps fini, tu n'as pas de norme. Tu ne vas pas avoir une norme, parce que comme tu n'as pas de positivité, tu vois, c'est ce que tu avais parlé tout à l'heure de R lié à la positivité, déjà, au niveau de la norme, on va être coincé. D'accord ? On ne va pas pouvoir construire une norme quadratique, parce qu'une norme, ça demande une certaine positivité, et que cette positivité, tu ne vas pas la trouver sur les corps finis. Voilà, et déjà. Pourquoi on ne la trouve pas sur les corps finis? Parce que tu n'as pas d'ordre compatible. Parce que ça tourne, Z sur PZ, par exemple, c'est en boucle. C'est en boucle. Parce qu'en soi, ce n'est pas muni, c'est un ordre, ça n'a pas muni d'un ordre total. Bah, dans C, ce qu'il y a de bien, c'est que la norme, tu vas pouvoir l'envoyer dans R, qui est ordonné, qui est un corps ordonné. Mais par contre, FP n'est pas un corps ordonné. Voilà. Okay. Donc c'est ça le premier truc. Pourquoi le UM plus 1 égale UM carré n'est pas quelque chose d'étonnant dans le cadre d'une méthode de Newton? Qu'est-ce qui est typique de la méthode de Newton, qui fait que quand on voit ce carré apparaître... C'est le fait que la méthode de Newton permet d'avoir une suite qui a une convergence quadratique. Tout à fait. En fait, on voit une convergence quadratique. Ouais. Voilà, très bien. Très très bien. Comment on montre qu'une norme 2, là, que la norme 2, elle est sous-multiplicative? Tu sais le montrer? Oui, tu sais le montrer? Faut peut-être que je regarde, ouais. Faut que je vois. Alors, si on a une matrice... soit M Mn de R. La norme 2. Ah ouais, non, mais en fait... On veut faire de M et N. M et N. Ouais. Donc, on veut calculer norme 2 de M fois N. Sachant que la norme 2 de M fois N, c'est le sup des x appartenant à R puissance N de la norme quadratique de Mn fois x, M fois N fois x sur la norme également quadratique, donc là c'est norme 2 de x. Voilà. Alors fais attention où est-ce que tu prends x. Pardon. Ouais. Privé du 0 de... Oui, du 0, ouais, de Rn. Ouais. Voilà. Et nous, on aimerait montrer que ça, donc que ce sup-là, il est inférieur ou égal à sup des x privé de 0 de... C'est ça, ouais. Hop. Ouais. Fois le sup, pareil pour n, ouais. Ouais. Bon, tac tac.
Ok, donc on veut comparer des sup. Alors, moi, je conseillerais d'abord de me ramener au cas où x est dans S1. Comme ça, tu élimites déjà le dénominateur. Et comme c'est homogène, Le cas où x est dans S1. S1, oui, S, N-1, pardon, la sphère. Ah oui, voilà, ok. Donc ici, on peut ramener facilement, c'est sub de Mn de x dans S1, dans Sn-1, décidément, Sn-1, S, ouais, ou indice, ou comme tu veux, hein, Sn-1, le tout c'est de savoir que c'est dimension N-1, Voilà. et tu vas avoir donc norme 2 de Mn de x. Donc norme 2 de Mn, ouais. Voilà. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu peux dire de sup, déjà de n de x? N de x va être inférieur à, en norme 2. Alors la norme 2 de nx montre qu'elle est inférieure à n indice 2 de n fois simplement n indice 2 de n. Donc montrer que... oui, norme 2 de i, voilà, est inférieure à n indice 2, n indice 2, n indice 2. À n indice 2. Oui, de n. Ah. De grand n. Oui, il y a plusieurs n, alors ça... Voilà. Bah pourquoi ça, c'est vrai? C'est immédiat. Voilà, d'accord. Que c'est le sup. Voilà, d'accord. Maintenant, si y est de norme inférieure à A, à K par exemple, donc tu supposes que que la norme 2 de y, non, pardon, la norme 2, pas n2, la norme 2, voilà, de y, petit y, voilà, si c'est inférieur à K, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de m de y, la norme 2 de m de y? Alors, norme 2, norme 2, non, norme 2, pas n2, voilà, de m de y est inférieure. Celle-ci, elle est inférieure à la norme 2 oui. de m. M. Ah oui. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok. Et y ici va jouer le rôle de... Non, attends, on n'a pas fini l'inégalité. Ah. L'inégalité, telle qu'elle est écrite, là, elle est fausse. Ça, c'est vrai si k est égal à 1. Parce qu'il faudrait diviser par norme 2 de y pour que ce soit vrai, ce que tu dis. Ah oui, pardon. Là, c'est dans le cas où... Oui, c'est inférieur à k. Donc, il faut ici mettre un k quelque... Non, mais non. Le k, oui, il est... Oui, là, c'est parce que c'est la norme de x qui est égale à 1, en fait. D'accord. Ok. C'est bon. Donc, maintenant, ça y est, c'est terminé. Hein. Donc là, ici, si on prend justement y qui est voilà. nx... Ouais. Comme nx est inférieur... Donc mon cas ici, ce sera ma norme de n en fait. Voilà, ouais, c'est tout. Hein. Oui, ça y est, c'est bon. Ouais. Ça fait n2 de n, n2 de m, donc là c'est bon. On voit que c'est sous-multiplicatif. Voilà, impec. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bah, j'ai appris un truc encore. Ah bah oui, c'est important de ça. Bah oui, tous les trucs qu'on utilise, faut savoir les faire. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas dire autrement la continuité? Bon, alors c'est vrai que Lipschitzien, ça... Mais là, il y a quand même une raison très, très directe de la continuité. Oui, c'est en les coordonnées de U. Et donc, tout polynôme en les coordonnées, c'est continu. Donc là, effectivement, comme on a perdu à peu près 2 minutes sur le truc, ça aurait pu être... On aurait pu passer un petit peu plus vite là ici. Bon, donc la continuité, ça donne tout, et puis après, c'est bon. Comment on fait pour faire le lien entre la norme 2, N2, ce que tu as appelé N2, et puis les valeurs propres?
c'est le rayon spectral. Oui. Je peux effacer peut-être Oui, oui, oui. ça. Oui, donc est-ce que c'était clair? Oui, oui, tu effaces là, oui. Soit S appartenant à Mn de R, donc c'est une matrice réelle et symétrique. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. Et donc si je prends donc soit X, un vecteur propre de S et lambda une valeur propre associée à X. On a que Sx est égal à lambda x par définition. Et si je multiplie à droite par transposé de x, on a lambda x transposé de x. Donc ici, on va avoir une matrice de taille n. Ouais, c'est ça. Du coup, si je passe à la norme 2, on a S x transposé de x est égal à lambda en valeur absolue, norme 2 de x transposé de x. Or, j'ai pris la norme subordonnée, donc cette quantité elle va être inférieure ou égale à la norme 2 de S, norme 2 de x transposé de x. Or, x est un vecteur propre, il est non nul, donc ça c'est la matrice non nulle, donc sa norme elle est non nulle. Donc je peux simplifier par norme 2 de x transposé de x, et on va voir que, quelle que soit la valeur propre en fait de S, elle sera toujours inférieure ou égale à norme 2 de S. Donc le rayon spectral de S est inférieur ou égal à la norme 2 de S. Ensuite, donc on a dit que elle était symétrique, enfin elle est symétrique, donc elle est diagonalisable dans une base orthonormée. On va nommer la manière suivante. Donc ça c'est ma base de vecteurs propres, ma base orthonormée de diagonalisation. Et du coup, bah, si je prends un x quelconque de R puissance n, il s'écrit de la manière suivante. X, je le décompose suivant cette base, c'est la somme de i égale 1 à n de x, i, e, i. Et en fait, le but, ça va être d'étudier la quantité norme 2 de Sx. Donc, ici, je vais multiplier par S. J'obtiens par distributivité que ça nous fait x, i, s, e, i. Par définition du vecteur propre de S, on a x, i, lambda, i, e, i. Si je passe cette fois-ci à la norme sur Rn, la norme quadratique, ici, comme on est sur une base orthonormée, on obtient somme des xi carré lambda i carré. Cette quantité, je peux la majorer en majorant chaque lambda i carré par son rayon spectral au carré. Du coup, ça dépend plus de i. Là, on retrouve rayon spectral de S et la norme quadratique de x. Pourquoi c'est la norme de carré. Oui, carré. Pourquoi c'est la norme au carré de x par rapport à la base Ça, c'est oui. Parce que je suis en base orthonormée. Voilà, parce qu'on est en base orthonormée. Ouais, très bien. Et puis donc là, ça fait. On peut dire que c'est Pythagore. Oui, c'est Pythagore. Ouais, nickel.
Du coup, pareil, je me sers du fait que quoi? Ah oui, privé de Oui, donc maintenant, ça y est, c'est terminé. Hein. 0, voilà. La Tac. définition, par définition Voilà. de la Donc, norme 2. quel que soit x, Oui, en oui. fait, on a pour tout x appartenant à Rn privé de 0, Oui, oui. mon rho de S, il est supérieur ou égal à Ben, Sx2 au carré. Donc, pardon, là oui, il y avait oui. un carré. J'avais oublié. Parce que c'était le lambda i au carré. Au carré, ouais, ouais. Donc, de toute façon, tout est positif. Oui, 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 Donc, oui. Donc là, ça va faire. passer Oui, non, par mais ça y est, ici. c'est bon. Ouais. Norme de Et x2, voilà. puis donc, Et du coup, on prend le comme max, c'est vrai pour tout. Voilà. on prend le sub, et puis c'est bon. J'ai bien normé. D'accord. Très bien. Alors maintenant, des problèmes de calculabilité. Donc déjà, effectivement, c'est bien de prendre la trace de A transposé. Voilà, parce que c'est plus facilement calculable par rapport à lambda 1. Maintenant, par rapport à l'inversion, si on inverse avec Gauss, avec la méthode du pivot, Ouais. est-ce que c'est rentable ou pas? Bah, déjà, la différence entre les deux, c'est que la méthode du pivot de Gauss, c'est une méthode exacte. C'est-à-dire qu'elle va nous donner l'inverse de la matrice. Ouais. Tandis que ici, on parle de convergence. Ça veut dire que on va s'intéresser, par exemple, si on arrive à x4, Oui, on va s'approcher de manière quadratique de l'inverse, sans pour autant l'être. oui, oui, oui. Ça va peut-être pas dans le sens de notre méthode. Par contre, donc en termes de complexité d'algorithme, ce qui est intéressant, c'est que dans l'algorithme qu'on propose pour les calculs de xn, on calcule qu'une seule division en fait. C'est celle qui nous permet de trouver Oui. notre petit a. Mhm. Et après, on n'a plus de division à faire, on n'a que des multiplications de matrices. D'accord. Donc c'est un calcul plus stable C'est un peut-être. calcul qui est plus stable. Après, c'est un calcul qui est quand même gourmand, la multiplication de matrices. Donc en termes de complexité, on est de l'ordre du 16n³ si on va jusqu'à x4. Alors pourquoi? Quand on multiplie une matrice A par une matrice B, Ouais. c'est quoi la complexité du calcul? Elle doit être de... Déjà pour avoir un coefficient, un seul coefficient, il y a combien d'opérations? Déjà un C'est seul de coefficient. n³ pour la multiplication de matrices. Ouais, 2n³, ouais. Ouais. 2n. Et pour Ouais. avoir un coefficient, Ouais, pour avoir un seul coefficient. il faut que je multiplie chaque coordonnée. Donc on a n multiplications et ouais, donc et 2 et n-1, donc on va approximer. Addition, donc ça fait 2n. Et comme on fait n carré, on retrouve ton 2n³ Ouais, voilà. en ordre de grandeur. D'accord. Et le pivot de Gauss, c'est combien? Ça doit être du 4 tiers de n au cube, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. 2 tiers, ouais, oui, c'est ça. Alors, 2 tiers. 2 tiers. 2 tiers. Et donc, du coup, ça reste du n au cube. Hein, ça reste du n au cube. Mais là, il n'y a que des multiplications. Ouais. Et puis, pourquoi ça s'appelle une méthode de quasi-Newton? Quel est le lien avec Newton? Peut-être faire un petit schéma. Oui, ouais, ok. On peut effacer. Hein. En fait, la méthode de Newton qui s'applique sur les fonctions réelles, elle permet d'approcher le zéro d'une fonction pourvu qu'elle soit dérivable et à condition d'avoir un premier terme qui soit assez proche du zéro de la fonction. Donc, par exemple, si j'ai cette fonction-là, moi je cherche, donc c'est la fonction f, ça c'est sa courbe représentative. Donc la méthode, elle fonctionne comme ça. Si je prends pour l'instant un x0 quelconque, je vais regarder en fait la tangente de la courbe représentative de la fonction f en x0. Oui. Et mon x1, il sera ici. Donc ça veut dire que
en fait, on a la courbe représentative, pardon, l'équation de la tangente, c'est f' en x0. Bon, on va généraliser, on va dire que c'est n et la n plus 1. f' de xn, x moins xn plus f de xn. D'accord. Et Donc, que xn plus 1, bah, c'est le moment où ça ça s'annule. s'annule. Et donc, pourvu que pour tout n appartenant à n, à chaque fois, ma dérivée elle est non nulle. Mhm. En gros, si j'épargne un Oui, petit oui, peu les calculs, bien sûr, on oui. obtiendrait que xn plus 1, Ou les cas ça défectueux, serait on va dire. ça serait xn moins, Moins, alors tac, sur tac, f de xn sur f' de xn. voilà. Voilà. Mhm. Donc ça, en fait, là ici dans notre cas, on a cherché à inverser une matrice ou alors un nombre, un réel. Ici, par exemple, si on cherche à inverser le réel b, on cherche 1 sur b. En fait, pour avoir cette fonction-là, on va dire qu'on prend f qui, de R dans R, qui a x à ceci. Moi, je sais que je veux que ça s'annule en 1 sur b. Mhm. Donc, ça veut dire que j'ai xb qui est égal à 1. Donc, en fait, ma fonction elle aura cette tête-là. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais calculer donc f' de x, ça me donne b. Et ici, je vais avoir xn moins f de x, enfin f de xn, c'est ça, xb moins 1 sur B. Voilà. Et ah oui, mais là, ça fait 1 sur B. Et voilà, ouais. Ça, c'est un problème. On ouais. cherche 1 sur B. Et il faut connaître 1 sur B. Il faut connaître 1 sur B. Ouais. Du coup, si on part du principe que justement ma suite xn, elle va tendre vers 1 sur B, et c'est là justement qu'on dit que c'est une méthode de quasi-Newton parce qu'on n'a pas exactement respecté cette récurrence-là. On va approcher 1 sur B par ma suite dxn, et c'est là qu'on dévie de la méthode de Newton classique. Et on aurait xn. J'ai fait. Il faut mettre un xn, voilà, c'est ça, ouais. B moins 1. Et là, on va retrouver notre 2xn moins xn carré b. Mais ça change rien a priori. Oui. Ok. Parce qu'on est en commutatif. Voilà. Donc ça nous fait xn moins xn bxn. Donc ça va faire plus xn, ça va faire 2xn. Oui. D'où le 2xn moins xn. Et c'est intéressant de garder plutôt cette forme-là que celle que j'aurais eue précédemment, justement parce qu'on n'a pas nécessairement la commutativité sur. Oui, il vaut mieux rester symétrique en droite-gauche. Ouais. Nickel, allez, on va s'arrêter là. Merci.